J'ai de la chance. J'ai même beaucoup de bol parce que j'ai 2 casquettes. Et grâce à ces 2 casquettes, j'ai eu la chance de recevoir 2 magnifiques tartes à la crème. Ma première casquette, c'est celle de vétérinaire. Et en tant que vétérinaire, voici la tarte que très jeune, j'avais à peine plus que 20 ans, j'ai prise dans la figure. Ah, vous êtes vétérinaire? Mais c'est très difficile ça, beaucoup plus que médecin. Parce que les animaux, ils parlent pas. Ouais, mais comme ça leur évite de dire des conneries. J'ai appris depuis, et compris, que bien entendu les animaux parlent. Il suffit de les entendre vraiment, car c'est pas avec nos mots. Et ça tombe bien pour moi, parce que c'est là tout l'apanage des vétérinaires, non? Deuxième casquette, c'est celle d'ostéopathe. Et en tant qu'ostéopathe, j'ai reçu une plus belle tarte encore, avec une cerise sur la crème. Miam. Et ça disait: vous êtes ostéopathe? C'est très très bien, mais moi je n'y crois pas, vous comprenez? Moi je suis cartésien. Celle-là, j'ai mis 15 ans à sucer la cerise et à la digérer parce que spontanément, j'avais juste envie de répondre: ouais, et ben moi, c'est justement parce que je suis cartésien que je suis ostéopathe. Et que je sentais bien que cette réponse aurait été un peu courte, un peu trop vindicative aussi. Or, depuis mes jeunes années de vétérinaire, grâce à l'ostéopathie justement, j'avais appris la patience et la paix. Le temps de cette conférence sera donc entièrement occupé par une explication de cette courte réponse. En résumé, je fais de l'ostéopathie et je suis cartésien. Pourquoi? Il y a un problème? Et si je me trouve à raconter ceci devant un public profane ou presque, ce n'est pas faute d'avoir essayé de le dire à mes collègues. Mais vous savez ce que c'est. Ici en France, quand on a 2 casquettes, on vous soupçonne d'avoir la grosse tête et ça le fait pas. Alors, après en avoir parlé aux vétérinaires, aux ostéopathes, aux vétérinaires et ostéopathes même, et n'avoir récolté au mieux que des sourires protecteurs ou amusés, ce dont je les remercie bien, après avoir enseigné l'ostéopathie comparée à des jeunes vétérinaires, puis à des jeunes ostéopathes, et là, ce n'a été que du bonheur, tant l'écoute et le plaisir partagé étaient le plus souvent au rendez-vous. Mais mon souci, voyez-vous, c'est que ces étudiants et ces étudiantes, gavés dans la salle juste à côté par la vision dogmatique de la médecine moderne, est-ce que je ne les embrouillais pas finalement avec mes idées d'un autre âge? Bref, après avoir fait tout cela, je vais tenter de faire ici ce que je fais quotidiennement avec les humains et les animaux qui passent me voir pour que je les soigne. Je vais essayer de faire apparaître pour votre plus grand profit ce que m'a enseigné la pratique cartésienne de l'ostéopathie des mammifères depuis 25 ans. Tout en sachant que je risque de perdre du monde en faisant si fort référence à René Descartes. C'est qu'il n'a pas super bonne presse, Pépère. Ce qui n'empêche que l'adjectif le rappelant, cartésien, est utilisé à tort, à travers, et le plus souvent de façon positive. Tant pis tant mieux, je ne crains rien, car je vais compter ici sur votre curiosité et sur votre absence d'a priori. Finalement, il faudra examiner d'un peu plus près la seconde tarte à la crème dont je parlais juste avant. Car qu'est-ce que veut donc dire et dit celui qui dit « Je ne crois pas en l'ostéopathie parce que je suis cartésien » ? Et pour vous préciser où je me situe quand je discute de ça, je vais vous raconter tout le chemin parcouru depuis l'école vétérinaire. En 1983, donc, j'en sors. Enfin. Enfin, car ça n'a pas été un passage glorieux ni riant, on peut dire ça comme ça. À Maisons-Alfort, j'avais été choqué, mais plus par la façon péremptoire de nous dire les choses que par les choses elles-mêmes qu'on nous avait apprises. J'étais alors aussi jeune et rebelle que naïf, et j'étais loin de me douter de ce qui allait suivre. J'en ai juste eu un échantillon durant les 5 années où j'ai exercé sincèrement mon métier de vétérinaire. À cette époque, ma vie se situant à Paris, j'étais vétérinaire de ville. Là, je me suis retrouvé rapidement désorienté à force de faire des piqûres dans des chiens et dans des chats, sans être vraiment sûr, sans trop piger ce que je faisais et sans être vraiment sûr que je leur faisais du bien. Malgré tout, j'avais eu la chance de côtoyer des anciens,
de ses confrères qui avaient eu le début de leur carrière dans les années 50 et donc sans tout l'arsenal chimique dont nous disposions dans les années 80. Ces anciens eurent le temps de m'apprendre le bon sens vétérinaire, c'est-à-dire écouter, observer, palper, réfléchir et toutes les fois que c'était possible, ne pas intervenir. Ne pas intervenir, le summum de la vétérinaire. Ça m'allait. Déjà, cela contredisait ce conseil honteux, tant de fois entendu à l'école véto. Faites une injection quoi qu'il arrive, de l'eau salée même s'il faut. Sinon vos clients croiront que vous n'avez rien fait. Et surtout, cela donnait un sens à l'intervention médicale quand celle-ci s'avère nécessaire. Mais ça, je ne le comprenais pas encore. J'ai donc arrêté cette souffrance, pour moi et pour les animaux. Je me croyais perdu pour la médecine. En tout cas, je faisais tout autre chose et n'y pensais plus du tout. Quand ma fille est née. Fort logiquement, sa maman et moi, nous avons décidé de quitter la capitale et de nous inviter dans le Lot, à la campagne. Là, il était fort question que je redevienne vétérinaire et c'est là que j'ai rencontré l'ostéopathie et les chevaux. Deux faits se sont alors produits décisifs. D'abord, on répondait à mes questions. Ah bah ouais, parce que j'en avais posé des questions. Des vraies, logiques, honnêtes, quoique de façon de plus en plus impertinente au fur et à mesure qu'on me virait de la salle quand je les posais à Maison Alfort. Mais quand même aussi pertinente que je pouvais, parce que mon but, bêtement, c'était d'apprendre à soigner les animaux. Et puis surtout, une fois passé le premier cap, se sentir crétin en posant les mains sur l'animal pour y chercher quelque chose dedans, alors qu'on sait bien que c'est tout à fait impossible. Une fois ce cap passé, donc, il m'apparaissait que non seulement j'y prenais grand plaisir, non seulement les chevaux m'acceptaient, mais aussi des effets positifs survenaient, même avec moi qui ne savais rien du tout ou presque de l'ostéopathie. Alors, en 1993, je suis allé l'apprendre l'ostéopathie à Aix-en-Provence, tout près d'Aix-en-Provence, où pendant des années, on m'a aidé à me faire une idée de comment ça marche, c'est-à-dire de l'anatomie. J'en ai parfois eu les larmes aux yeux. Et ouais, je suis émotif aussi. Cartésien et émotif. Pourquoi pas? Ça vous choque? Car voilà ce qui me sauta à la figure. À l'école vétérinaire, on m'avait enseigné de toutes les manières possibles comment ça marchait pas. Et l'insistance qu'on y avait mise, le prestige annoncé pour celui qui aurait le diagnostic le plus sûr, c'est-à-dire qui connaîtrait toutes les maladies de tous les animaux et une façon sûre de les trouver, rendait au mieux anecdotique la connaissance fine de l'anatomie. Non pas qu'on ne nous l'enseignait pas, on y passait alors un temps important lors des 2 premières années, mais aucune réflexion n'en découlait. C'était pour ainsi dire de la culture générale, indispensable pour un vétérinaire, mais il n'y avait rien à en attendre, sauf pour la chirurgie, mais dans ce cas localement. Ou pour se présenter avec de bonnes chances de réussite à question pour un champion, à condition de tomber là-dessus. D'ailleurs, 40 années plus tard, dans les écoles vétérinaires, l'enseignement de l'anatomie s'est considérablement réduit en volume et en influence. C'est devenu la 5e roue de la brouette. À Eurostéo, l'école où j'ai appris l'ostéopathie, c'était tout le contraire. Et c'est ça qui m'a dans un premier temps si fort ému. Car ce n'était pas tout de visiter chaque région et de faire l'inventaire de tout ce qu'on y trouvait. C'était aussi relier le tout en permanence, insister sur les voies de communication, sur la circulation des fluides, enfin, tout ce qui pouvait nous aider à voir la vie dans le bon sens. Avant que la maladie ne s'installe, si on veut dire les choses comme ça. Bref, on apprenait cette autre médecine qui ose s'opposer au dogme en vigueur. Quelle audace et quel bonheur! Cependant, il y avait un cependant, un gros cependant même, pour un vétérinaire comme moi qui commençait à comprendre l'ampleur de l'erreur qu'on m'avait enseignée comme de la science médicale dans mon plus jeune temps. Car à côté de la matière purement ostéopathique, on nous apprenait aussi sous le chapeau sciences fondamentales tout ce que j'avais déjà dû m'enfiler à Maison Alfort. Et ouais, parce que pour des raisons toutes politiques, l'Académie de médecine fourre son nez dans l'enseignement de l'ostéopathie.
Un peu comme si les boulangers, sous prétexte qu'ils usent aussi de farine, s'occupaient d'apprendre leur métier aux pâtissiers. Un non-sens. Il fallut donc que je supporte les mêmes approximations sur la physiologie. Surtout que soient bien séparées, comme d'habitude, physiologie cardiaque, respiratoire, digestive, urinaire, afin de ne rien piger logiquement. Afin surtout de ne rien dire sur la globalité réunissant toutes ces fonctions de l'organisme, afin de pouvoir y réfléchir. Je me promettais bien alors de tenter d'y remédier lorsque j'aurais quelque chose d'intéressant à proposer. En attendant, j'avançais en appliquant au quotidien ce que j'apprenais dans l'école d'ostéopathie au sujet de l'homme sur le cheval. C'est-à-dire qu'en travaillant, je m'amusais à projeter l'anatomie de l'homme, c'est-à-dire évidemment mon anatomie, dans le corps du cheval pour le soigner. Et ça marchait. C'est-à-dire, vous connaissez le vieux dicton chinois ou bourbonnais, je ne sais plus. Un médecin qui guérit un patient sur deux est un mauvais médecin. La nature fait pareil. Disons donc que je veillais à me situer au-dessus de la barre des 50% et je continuais à avancer. Au début de la dernière année d'études, je me payais une table de massage et je commençais ainsi à soigner aussi les humaines et les humains, puis les chiens, les chats, les vaches, enfin tout ce qui porte des poils. Et en faisant cela, c'était désormais l'anatomie du cheval, tant de fois visitée, que je projetais dans celle des humaines, des humains et de toutes et tous les autres. J'étais en train de devenir ce que je suis aujourd'hui, ostéopathe des mammifères. Ou vétérinaire humain, plus tard j'y reviendrai. Mais pour finir ces études d'ostéopathie et obtenir le diplôme, il me fallait rédiger un mémoire. Je cherchais donc un bon sujet. Dans le concept ostéopathique, 3 éléments se distinguent. La globalité, le fait que tous les éléments de l'organisme soient interdépendants. Le lien structure-fonction, la priorité donnée à la structure sur la fonction. C'est-à-dire que tout déséquilibre physiologique trouve son origine dans un désordre anatomique. Et enfin, l'auto-guérison, la capacité intrinsèque de tout organisme vivant à s'auto-ajuster. C'est ce dernier point qui a retenu mon attention du point de vue de ce que j'étais alors, un vétérinaire commençant à pratiquer l'ostéopathie. Car une évidence m'était déjà apparue au cours de ces 6 années d'études. L'ostéopathie s'intéresse à l'aspect physique de l'organisme, considérant la chimie de ce même organisme comme accessoire. La médecine, elle, par habitude acquise, fait tout le contraire. Doublement initié à cette vision chimique des choses, je me suis senti capable de me poser la question suivante, l'hypothèse de mon mémoire. Supposons que l'auto-guérison ne soit pas un mythe. Peut-on décrire alors un ou des organes qui possèdent la faculté d'amener tout organisme vivant à s'adapter en permanence à ses conditions de vie? Si tel était le cas, je devrais bien reconnaître que 12 années et quelques d'études médicales étaient restées totalement muettes sur cette éventualité. Oui, sauf que j'avais un vieil indice qui traînait quelque part dans mon propre organisme, peut-être même dans mon âme et conscience. La glande pinéale. C'est là qu'on en revient à vieux pépère René. Et ouais, c'est bien Descartes qui a un jour défini ce mystérieux organe en forme de pomme de pin, localisé au cœur du cerveau, comme étant le siège de l'âme. Tout un programme. Un second indice, déclencheur celui-ci, m'est tombé dessus en dernière année d'études d'ostéopathie lors d'un cours globalement ennuyeux d'endocrinologie. Soudain, j'ai entendu parler d'une hormone, la vasopressine, aussi appelée hormone antidiurétique ou ADH, qui, contrairement aux autres hormones que je connaissais, exerçait son action partout dans l'organisme sans reconnaître d'organe cible unique, comme c'est le cas d'habitude. De plus, il se trouve que parmi les causes qui la font sécréter, il y a la peur. Quelque chose donc de bien général et de bien partagé, pas vrai? Entendant ça, à mon réveil, je n'ai pas eu peur, non, mais j'ai eu un frisson de plaisir annonciateur de chasse au trésor. Je tenais mon bon sujet. J'ai donc écrit en 2000
Base anatomique et physiologique de l'homéostasie et de l'auto-guérison. Dans ce mémoire, en ne m'appuyant que sur des données issues de la science officielle, validées par des publications dans des médias reconnus, j'ai mis à jour cette structure d'auto-ajustement. Elle est complexe et se retrouve, elle ou son équivalente, chez tous les êtres vivants. Chez les mammifères, du cachalot à la musaraigne, en passant par l'homme, Même la femme et les enfants. le lapin, le rhinocéros, la chauve-souris et un paquet d'autres, elle se compose de plusieurs organes agissant en synergie, et comme ce n'est pas un secret, je vais mais très rapidement vous les évoquer. Premièrement, la rétine de l'œil et l'hypothalamus réceptionnent la lumière et synchronisent le cycle circadien, l'alternance jour-nuit qui est la référence interne de l'organisme, avec la photopériode qui représente la variation des durées relatives du jour et de la nuit au cours des saisons. Deuxièmement, la glande pinéale analyse cette information photopériodique et, la nuit, synthétise une hormone, la mélatonine, qui agit en fonction de cela partout dans l'organisme. Troisièmement, une zone particulière du tronc cérébral, le noyau du faisceau solitaire, intègre les informations venant de tout l'organisme et les transmet au cœur du cerveau. Quatrièmement, enfin, la neurohypophyse, par ces deux hormones antagonistes et complémentaires, la vasopressine et l'ocytocine, interagit avec ceux qui précèdent et règle la circulation dans tout l'organisme. J'ai dissocié ces 4-5 éléments pour vous en faire une présentation sommaire, mais claire. On ne l'est jamais assez avec la lumière. Car en fait, tout ceci est bien sûr entremêlé, en interaction permanente, et se laisse difficilement disséquer. Mais voilà donc toute l'affaire. À tout moment de la vie, et quoi qu'il arrive, il existe un système physiologique qui, en fonction des données extérieures, de l'ambiance environnante, se tient au courant du milieu intérieur en mouvement permanent et commande les adaptations nécessaires. Il fait ça la nuit. Ce complexe d'auto-ajustement, comme je le nomme aujourd'hui, est chargé de faire au mieux avec ce qu'on a. Et tant qu'on est vivant, une chose est sûre, c'est qu'il le fait. Ça calme, non? Moi, ça m'a calmé direct. Puis j'ai pris le temps de réfléchir. Et très vite, je me suis posé la question qui pue. Comment se fait-il, alors que tous les éléments que j'ai décrits sont connus de la médecine, ou devraient l'être, car issus de sa recherche, que d'une part, elle n'enseigne jamais ceci, et que d'autre part, elle agisse en permanence comme si cela n'existait pas? Je vous ai dit que je posais des questions impertinentes. En tous les cas, vaste problème, et qui par chance coïncidait avec le mien propre. Car comment tu fais avec ton ostéopathie quand l'animal que tu es censé soigner est atteint d'une grave maladie? Hein, le vétérinaire ostéopathe? Tu fais comment, là, avec ton principe vital? Et me concernant plus particulièrement, et tu fais comment pour ne pas te mettre en colère et devenir un gars frustré? Là, j'avoue, je faisais plus trop le malin. J'ai donc, tout en continuant à pratiquer avec assiduité l'ostéopathie des mammifères, étudié l'histoire de la médecine occidentale. Qui est aussi, je l'ai su beaucoup plus tard grâce à mon jeune ami Hakim Madbi, ostéopathe dans le Var, l'histoire de la médecine arabe. Mais enfin ça, c'est une autre histoire. Et je n'ai pas tout lu, mais j'ai beaucoup lu. J'ai même souvent relu pour tenter de mieux comprendre. C'est que c'est pas toujours facile la philosophie pour un vétérinaire comme moi. Ce que j'ai découvert en traquant comme un vétérinaire le principe vital tout au long de l'histoire de la médecine depuis Hippocrate est en fait assez simple, quoique un peu polémique, je l'avoue. Il m'a juste fallu prendre le rythme de la marche, ne pas sauter les étapes. Je vais vous en faire maintenant un résumé succinct. Et aussi subjectif que je peux. Au début, quand la médecine naît chez les Grecs il y a environ 2500 ans, ce n'est pas qu'on manque de magie pour soigner, hein. Des guérisseurs, des guérisseuses, des sorciers, sorcières, magiciens, magiciennes, on en a et elles et ils sont très très balèzes. Le projet des Grecs et d'Hippocrate n'est donc pas de mieux guérir l'homme, c'est nettement plus ambitieux.
c'est tenter de le libérer de l'emprise des dieux pour réfléchir sur la nature et sur lui-même. Ce n'est pas ne pas croire dans les dieux, c'est séparer croyance de connaissance. C'est, au final, connais-toi toi-même, comme c'était tagué sur le temple d'Apollon à Delphes. Petit rappel, la Terre est plate aux yeux de tous les hommes qui vivent à cette époque-là. Donc, se lancer sur une route qui, on ne sait jamais, peut mener au précipice et tomber dedans, il faut un sacré courage. Et c'est celui qu'a eu l'homme grec à cette époque, apparemment. Pour comprendre la période de la naissance de la médecine, j'ai retenu deux phrases qui caractérisent au mieux pour moi ce début du mythe qu'on appelle la science. D'abord, c'est Socrate qui dit « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». Voilà ce que ça me raconte. Si je m'engage sur le chemin de la science, je dois savoir une chose, c'est que je ne saurai jamais tout et donc que je ne sais rien. Pourquoi non ? Eh bien parce que si je savais tout, c'est que je serais moi-même l'égal de Dieu, et ça ne serait pas du jeu. Parce que la science, justement, ça a été inventé pour s'en écarter des dieux, pas pour y rester collé. La seconde, c'est Hippocrate qui dit « Il n'y a que deux choses, savoir et croire savoir. Savoir, c'est la science, croire savoir, c'est l'ignorance. » Il met la barre haute, Hippocrate, mais comme ça, au moins, médecin, tu sais à quoi tu t'engages. Ce souci de rigueur, c'est juste la condition d'existence du raisonnement scientifique en médecine. Si tu ne l'as pas, ce n'est pas que tu ne pourras pas guérir ou soigner ta prochaine ou ton prochain, c'est que tu ne le feras pas en tant que médecin. En échange, la médecine admet un inconnaissable incontournable. Et elle affirme d'emblée que ça ne l'empêchera pas de chercher à démêler les phénomènes de la vie. Au contraire, elle se servira de cet inconnaissable, de ce principe vital si on veut le nommer, pour garder courage et ténacité dans cette quête fort aventureuse. Hippocrate appelle le principe vital l'allié dans la place. Et quand il en parle, ça donne ça. Dans l'intérieur du corps existe un agent inconnu qui travaille pour le tout et pour les parties, qui est à la fois un et multiple. Il n'y a d'action médicale possible que si le corps se prête à cette action et collabore avec le médecin, qui ne croit pas pouvoir obtenir quelque chose ni par la force, ni par la ruse. Quand j'ai découvert cette perle, je me suis demandé pourquoi Hippocrate insistait tant sur la force et sur la ruse pour détourner le médecin de l'idée d'en user. Eh bien ça, c'est à coup sûr parce que les Grecs avaient deux mots distincts quand ils parlaient d'intelligence. Il y avait logos. Avec logos, on est logique. On étudie l'étymologie, la physiologie et toutes les logies. Plus tard, à Rome, en latin, on aura ratio, qui ouvrira à la rationalité. On calcule, on classe, on série, en restant fidèle à une logique de nature mathématique qu'on peut exposer rationnellement. Voilà le programme de la science de Platon. Mais à côté de logos, il y avait métis, l'intelligence rusée. Et ce mot n'a pas fait de petit. Métis, vous savez, l'intelligence d'Ulysse, l'homme aux 1000 tours. Elle n'est pas très bien vue des Grecs, car c'est toujours plus ou moins user de magie ou de tours pour obtenir un résultat, sans se soucier des conséquences ou des dégâts qu'on dit alors collatéraux. C'est quand même un peu se retourner vers Dieu ou se prendre pour lui, non? C'est pas ce qu'on appelle le délire prométhéen? Non? Ah bon, je croyais. En tout cas, c'est disqualifié de la médecine par Hippocrate, que ça soit bien clair. J'y reviendrai. Pendant la longue période qui suit, longue d'environ 2000 ans, la médecine va avancer, on peut même dire tâtonner, en conservant présente aux yeux de toutes et de tous cette notion de principe vital, sa signature quoi qu'il arrive. À partir d'Hippocrate, les théories se succèdent pour tenter de l'expliquer, ce sacré principe. Toutes manquent d'une base rationnelle.
Il y aura là un mélange constant entre des données scientifiques et des croyances religieuses ou ésotériques. Au IIe siècle, un grand médecin est apparu à Pergame, dans l'Empire romain, en Turquie, Claude Galien. Sa théorie, sanctuarisée par l'Église, appuyée sur la philosophie d'Aristote, le bien et le mal définis de façon bien tranchée, c'est trop pratique. Régnera sur l'Europe pendant quasi 15 siècles. Ce sera le dogme galénique, impérieux partout. Sauf dans le bassin méditerranéen où la médecine arabe prendra quelques centaines d'années d'avance, mais c'est une autre histoire, ça je l'ai déjà dit. Pour définir le principe vital, la théorie galénique use d'une construction intellectuelle. L'existence du pneuma, un air inné différent de l'air qu'on respire et qui se mélange au sang dans une circulation centrée sur le foie. Celle-ci, vue par Galien, ressemble à s'y méprendre à la circulation du fœtus comme on la connaît maintenant. Ce qui me fait dire qu'on a bien devant nous l'embryon de la pensée rationnelle en médecine, qui va donc rester en gestation durant environ 15 siècles. Quand enfin, à partir du XIVe siècle, la dissection des cadavres est autorisée par le pouvoir régnant, les progrès en anatomie, ainsi qu'en physique, amènent de l'air à cette pensée confinée. La médecine reste encore un peu galénique, jusqu'à ce qu'un contemporain de Descartes, William Harvey, fasse tout un tas de calculs de volume et de pression sur les cavités du cœur et expose ainsi pour la première fois, en 1628, un modèle de circulation sanguine qui intègre le rôle des poumons vis-à-vis du sang. Ouf! L'homme rationnel peut enfin respirer. Partant de là, c'est la chirurgie qui va faire une envolée. Ambroise Paré avait même commencé un peu avant que Harvey donne le top départ. C'est qu'il devait avoir des informateurs arabes, probablement. Grâce aux ligatures, enfin posées du bon côté de la blessure, le statut du chirurgien évolue considérablement. En même temps qu'à la guerre, les blessés cessent un peu de mourir affreusement. On peut noter que quelques années auparavant, on avait plus de chances de retrouver les chirurgiens avec les sorcières sur un bûcher que dans une académie, et s'étonner de notre époque actuelle où ils se hissent souvent au sommet de la hiérarchie médicale. Ça pose une bonne question à laquelle je ne manquerai pas de répondre. La chirurgie fait un bond, mais pas la médecine. Le XVIIe et le XVIIIe siècle se caractérisent par une grande abondance de théories et des résultats pour le moins modestes. C'est Molière qui nous l'a bien raconté. De plus, il s'y produit une grande séparation dans le monde médical. D'un côté, ceux qui veulent adapter un modèle mathématique à l'homme en calculant tout, ce sont les iatrophysiciens, et ceux qui, attirés par la chimie du corps, le considèrent un peu comme un alambic, ce sont les iatrochimistes. Tout cela, chacun à sa manière, sont cartésiens. L'arrivée du microscope les amène à se focaliser sur du plus en plus petit. Ils en viennent à remettre en question plus ou moins explicitement le principe vital, car naturellement attirés par la pathologie, ces médecins sont encore plus frustrés par leur peu d'efficacité. De l'autre côté, moins frustrés, ceux qui restent fidèles au principe vital comme ferment de la médecine, on les appelle les vitalistes. Ils s'inspirent de Leibniz et de sa philosophie, et représentent une forme de réaction à Descartes. Malgré tout, ils sont bien forcés d'utiliser les mêmes outils physico-chimiques pour tenter de l'expliquer, le principe vital. On comprend qu'à ce moment, cette notion d'inconnaissable à respecter, la marque de fabrique des médecins, commence à vaciller. Au XVIIIe siècle encore, l'homme atteint de maladie priait pour s'en sortir. Mais très bientôt, l'homme exigera d'être bien soigné. Sentez-vous venir l'urgence? Bientôt, je vous l'annonce déjà, il ne sera plus temps de philosopher. Car c'est la révolution, et avec elle, la réalisation de la plus grande idée qui soit, la plus généreuse, sans se tromper, l'assistance publique. Issue du peuple, cette administration qui se fixe comme but avoir des résultats, agit comme un aiguillon pour la recherche médicale qui a pris un tournant décisif en s'appuyant sur les découvertes d'autopsie et en reliant celles-ci aux symptômes des malades tant qu'ils étaient en vie. Les plus grands noms de la médecine datent de cette époque, Laennec, Pinel, Corvisart, Bichat, jusqu'à ce qu'à la génération suivante émerge Claude Bernard. Voilà le héros de la démocratie en devenir,
l'exact pendant de Victor Hugo pour ce qui est de la science. Hugo pensait sans doute à Bernard en écrivant « L'art, c'est moi, la science, c'est nous. » Car Claude Bernard porte en lui l'espoir de la médecine et de la société républicaine de sortir enfin de ces siècles misérables. Il se colle donc au travail. Il ne s'y colle pas n'importe comment. Il est positiviste et élève d'Auguste Comte. Le positivisme, issu lui aussi de la Révolution française, est une philosophie de l'action. Il vise, en étudiant de près la nature, à constituer des lois pour l'homme. Il rejette formellement les supputations philosophico-religieuses. Il s'intéresse d'abord aux faits, sur lesquels il expérimente en vue de se forger une théorie scientifique. Si c'est vrai qu'il peut paraître rigide, le positivisme doit surtout se regarder en fonction de la conception de la physique d'alors. L'homme de l'Antiquité, je l'ai dessiné tout à l'heure, cheminait sur une terre plate, au centre de l'univers. Celui du XIXe siècle, lui, vit dans un monde décrit par les lois physiques de Galilée, Newton et Laplace. Une terre ronde, un monde immense, voire vertigineux, mais un monde sans relativité. C'est-à-dire que le mouvement des corps est toujours décrit par un observateur neutre, extérieur au mouvement, et supposé ne pas interférer avec lui. La physique, depuis plus d'un siècle, et Einstein ont montré que ceci était incomplet pour le moins. L'observateur participe de l'expérience et aujourd'hui, on sait même comment calculer ça. Oui, mais les scientifiques du XIXe siècle, comme Claude Bernard, ignoraient cela de bonne foi. Ça doit permettre d'excuser beaucoup leur manque de souplesse dans le détail, mais ne doit pas faire oublier certaines vérités énoncées, toujours valables, car beaucoup plus générales. Je prends un exemple concret. Près de Claude Bernard, qui applique la pensée positiviste à ses expériences sur le vivant, on trouve Pierre-Joseph Proudhon, qui fait la même chose avec les lois sociales et la politique. D'abord en correspondant activement avec Karl Marx, puis en s'y opposant résolument. On appelle sa théorie politique l'anarchie. Parmi les cadeaux qu'il nous a légués, il y a son explication de ce qu'est une règle, ou plutôt de ce qu'elle ne peut absolument pas être, car il traite d'aphorisme des ignorants, la célèbre sentence à l'époque, point de règle sans exception. Et oui, chers amis, grâce aux positivistes et à Proudhon, on sait de façon certaine où se cachent les ennemis de l'ordre et de notre République. C'est pile chez ceux qui professent doctement que l'exception confirme la règle. Mais enfin, s'il y a une exception, c'est facile. C'est que c'est pas une règle. Mais comment veux-tu tirer un trait droit si tu as un éclat dans ton double décimètre? Tu ferais mieux de la tracer à main levée, ta ligne droite. Ta règle, tu sais quoi? Tu peux la bazarder, elle est pourrie, elle vaut que dalle. Et si tu la suis, c'est ta raison qui fout le camp. La méthode expérimentale de Claude Bernard vise à établir des lois sûres vis-à-vis du fonctionnement du corps humain et animal. De ce fait, et parce que, comme Proudhon, il pense que toute approximation est une insulte à la science, dans laquelle, comme Proudhon, il place l'essentiel de sa confiance pour créer un monde juste, libre et égal pour toutes et pour tous, il condamne catégoriquement l'utilisation des statistiques en médecine. Et pourtant, l'assistance publique a bien commencé à établir des lois sanitaires et sociales, et forcément recense et compte dans ces établissements tout ce qu'il est possible de compter et de recenser. Mais les deux domaines sont étanches. Et ça, Claude Bernard, tant qu'il vivra, y veillera bien. D'un côté, son boulot, le travail des médecins, de la science médicale, éclairer les lois de fonctionnement du vivant avec une méthode reproductible. De l'autre, la tâche de l'administration sanitaire et sociale, organiser rationnellement les soins pour que toutes et tous les citoyennes et les citoyens puissent y avoir droit. Joli programme, mais... On a un problème, patron. Le problème, c'est qu'à l'époque de Claude Bernard, il n'y a toujours pas de médecine qui fonctionne. Il y a certes des hôpitaux, mais on y souffre et on y meurt beaucoup, beaucoup. Je répète, il y a urgence à trouver une solution.
Et c'est à ce moment-là de l'histoire de la médecine que la philosophie en a été définitivement mise hors jeu, et avec elle, le principe vital. Car la solution s'est soudain imposée. Elle s'appelait Louis Pasteur. Et nous, la société démocratique tout entière, depuis ces années-là, avons comme de gentilles brebis suivi notre bon Pasteur. Bé! Oui, mais il n'y a pas de bé! Il y a des faits. Voici donc, exposés devant vous, les 3 baffes successives qui ont assommé le principe vital en médecine au XIXe siècle. Pour le laisser hagard sur le bord du chemin, là où je l'ai retrouvé, 1 siècle et demi plus tard, dans le même état, et où je m'en suis saisi sans avoir à le disputer à personne, parce que personne ne s'en souciait plus. Il y a d'abord eu la phrase de Xavier Bichat. La vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Ça, c'est littéralement la phrase qui tue. Bichat l'écrit en 1799, 3 ans avant sa propre mort, à 31 ans de méningite tuberculeuse. Qu'est-ce qui s'est donc mélangé dans sa tête? Lui, un des plus grands génies de la médecine, pour qu'il nous embrouille de la sorte. Alors oui, c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire, la vie s'arrête dès qu'on est mort, oui, on appelle ça aussi un truisme ou une lapalissade, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la médecine jusque-là avait avancé, tâtonné aussi, on l'a dit, avec le principe vital en bandoulière, dans le sens du chemin. Avoir ainsi décrit la vie par la fin, en la définissant en quelque sorte d'antimort, a juste servi à la dénaturer. Pierre Dac, célèbre pataphysicien du XXe siècle, a même précisé « Monsieur a son avenir devant lui, mais il l'aura dans le dos chaque fois qu'il fera demi-tour. » Et c'est malheureusement ce que Bichat, pourtant digne héritier des grands médecins vitalistes du siècle d'avant, nous a fait faire. Demi-tour. Il nous a mis la vie à l'envers. Depuis, rationnellement, on avance vers la mort à reculons. Ou comment être très rationnel et dire quand même une grosse ânerie qu'on aurait mieux fait de fermer sa grande bouche. Ânerie aux graves conséquences, car voici la 2e baffe qui s'avance. Celle-ci, elle est volontaire, et c'est Claude Bernard qui la colle. Lui, on l'a compris, le principe vital, il veut bien y croire, d'ailleurs il y croit, mais il ne veut plus en discuter. Lui, les supputations philosophico-religieuses, il les laisse à l'entrée du laboratoire où il fait la science médicale. Donc, Bichat a dit ça? Très bien, on n'y touche pas les gars, on a mieux à faire, il y a urgence, je vous le rappelle. Alors parce que la moelle épinière, fraîchement découverte, semble diriger toute l'activité du corps vivant, et que l'électricité paraît correspondre aux qualités insaisissables du principe vital, il le pose là, le principe vital, dans le système nerveux, aux arrêts consignés. Depuis ce moment-là, on n'en a plus discuté, et donc pas cherché plus loin. La 3e baffe, la plus conséquente, c'est bien sûr Pasteur, qui l'a collé au principe vital déjà mazouté. En définissant dans sa théorie des germes des ennemis tout petits, en cachant d'autres pas encore découverts, mais encore plus petits, voire virtuels, tout cela destiné à nous causer du tort, il a fini de rendre crédible aux yeux de toutes et de tous ce que Bichat avait juste esquissé de manière finalement naïve. Il y a bien une guerre en marche. Des ennemis à l'humanité. La vie est une force de résistance à ses ennemis. Et la médecine, une activité visant à remporter cette guerre. CQFD. Peu importe qu'à la même époque, un médecin de Montpellier, Antoine Béchamp, observe les mêmes bestioles au microscope que Pasteur et en tire une théorie tout autre qui, elle, respecte l'histoire et la philosophie de la médecine. Ces réflexions auraient bien aidé Claude Bernard dans le combat qu'il perdit sans discussion contre le chimiste opportuniste. Ça ne communiquait pas très bien entre Paris et Montpellier, il faut croire. Bon, on refera pas le match. Le principe vital l'a perdu, c'est bien entendu. Mais est-ce que c'est une raison pour que depuis 50 ans au moins, on n'enseigne plus aux étudiantes et étudiants en médecine ou en vétérinaire qu'il y a eu un match? Un sacré match même? Pourquoi ça? Il y aurait quelque chose à cacher? Conclusion, en médecine, avant Pasteur, on avait le vitalisme, depuis, grâce à lui, on a le cadavérisme.
On crève toujours pareil, mais en prime, on s'inquiète de la mort et de la maladie toute sa vie durant. C'est pas de l'évolution, ça? Voilà donc le résumé succinct et très subjectif de ces 15 années d'études tout seul à la maison de l'histoire de la médecine couplée à la pratique continue de l'ostéopathie des mammifères. Car on l'a compris, le principe vital, c'est mort. En médecine? Eh ben oui, c'est pas mort en vrai. Eh ben non, parce que sinon on serait pas là pour en parler. Vous avez vu, moi aussi je suis très pote avec la palisse. C'est juste en médecine que c'est cadavéré, pas en ostéopathie. Enfin, pas encore, prions pour elle. En attendant, le plus important, c'est ce que nous apprend le principe vital sur ce qu'il est et sur tout ce qu'il n'est pas. Par exemple, une chose est évidente, il n'est pas subordonné à l'action du médecin quel qu'il soit. En clair, son étude confirme ce que tout le monde sait, et que ce célèbre adage, bien connu de toutes les chirurgiennes et tous les chirurgiens affirme, l'opération a réussi, mais le patient n'a pas survécu. Quelle que soit l'action médicale, juste ou injuste, l'organisme, son complexe d'auto-ajustement, prend celle-ci en compte au milieu des autres données de son environnement et en fait quelque chose qu'on espère positive, c'est tout ce qu'on peut en dire. Aujourd'hui, j'ai compris et pratique constamment ce que m'ont appris les vieux sages vétérinaires que j'ai eu la chance de rencontrer dans les années 80. En me posant la question d'intervenir, tout en sachant que l'idéal serait de ne pas intervenir, je mets en évidence le principe vital en marche devant mes yeux. Je cherche tous les signes positifs avant d'enclencher le raisonnement pathologique. Je n'assimile jamais l'être vivant qui vient se faire soigner chez moi à une maladie, quelle qu'elle soit. Je relativise. Et déjà, je relativise mon rôle dans la santé de mes passantes et de mes passants. Et oui, j'appelle passantes et passants ceux qui passent me voir pour se faire soigner. C'est moi qui suis le patient, de plus en plus patient même. Et lorsque j'interviens, c'est parce que, avec mes mains, je sais pas nuire. Il me suffit d'user d'un peu de logique, permise par la connaissance et la compréhension du principe vital, pour énoncer cette vérité mathématique. Quand un être vivant V, atteint d'un mal M, va voir un thérapeute T, pour que celui-ci le délivre du mal M. Et ceci, quel que soit V, M et T. Eh bien, quand, après l'action de T, V ne porte plus M, peu importe que V pense et dise T m'a guéri de M, la seule chose rationnelle, sûre à 100%, que peut et doit penser T de son action sur V, c'est mon action n'a pas empêché V de se débarrasser de M. Et il n'y a que cette certitude qui compte pour T, celle qu'au final, il n'a pas nui. Le reste, ce ne sont que des supputations philosophico-religieuses. Et je crois bien que c'est là le problème avec notre médecine cadavériste. Conservant toute la raideur du positivisme sans accepter ses doutes, par exemple sur la statistique, elle a pris la chirurgie comme référence, d'où la part belle réservée aux chirurgiens et aux chirurgiennes dans sa hiérarchie des honneurs. Elle affiche donc ses résultats comme si tout le bénéfice de la santé du patient, qu'elle appelle le plus souvent le malade, lui était dû. Elle utilise pour cela des arguments issus des mathématiques. Des probabilités qui ne nous renseignent en rien sur la réalité vitale de chaque être vivant. Elle décrit tout cela d'une manière qui l'arrange et en refusant tout débat d'idées. Elle dit « poussez-vous de là, il y a urgence ». Elle n'est plus dans logos, elle est dans métis. Tous ces moyens sont bons. La force et la ruse sont bienvenus contre les ennemis de l'espèce humaine, qu'ils soient définis, tels que les virus ou les parasites, ou bien supposés, tels que les cancers, les maladies auto-immunes, les maladies génétiques, etc.
À ce compte-là, la paix universelle, décrite par Darwin comme une étape raisonnable de l'évolution humaine au sein de l'évolution des espèces, n'est pas près d'advenir, je l'admets. Et bien pourtant, je ne cache pas que c'est ça qui m'intéresse, moi, la paix universelle. Et avec cette mise à nu du principe vital, j'ai trouvé une bonne clé pour y réfléchir. La chance, avec mes 2 casquettes, c'est que j'ai pu observer ça sur une palette d'êtres vivants assez divers et voir qu'au-delà des différences, il y avait une large étendue de caractères communs et d'analogies frappantes qui m'aident à penser différemment les choses de la vie. Et si cette hiérarchie, si peu justifiable rationnellement, si présente au sein de la race humaine, si contradictoire avec le principe d'égalité de démocratie, s'évanouissait devant l'évidence et la nécessité de la place de l'homme dans la nature, à côté de tout ce qui vit, et non pas au-dessus, comme on ne sait plus trop qui l'aurait décrété. Je ne me pose plus la question depuis que j'ai découvert à quel point les animaux répondaient mieux à mes mains quand je me mettais à leur exacte hauteur. Et ça repose l'esprit, je vous assure, vous devriez essayer. Ni au-dessus, ni pire encore, en dessous. Non, non, juste à côté. Vétérinaire, étymologiquement, veut dire qui soigne le bétail. Mon grand désir est de ne plus pouvoir me dire vétérinaire humain, comme je le dis aujourd'hui, sans rigoler. Ça voudrait juste dire que nous autres, humaines et humains, aurions cessé d'être considérés et de nous considérer nous-mêmes comme du bétail, taillable et corvéable. À coup sûr, ce serait une première avancée vers autre chose. On pourrait alors pousser le raisonnement scientifique dans le bon sens, c'est-à-dire dans un sens qui respecte la nature de la vie, ouverte et qui bouge tout le temps. On pourrait essayer déjà de comprendre comment ce principe vital n'est certainement pas propre à chacun de nous, mais bien d'essence commune. Comment, à côté de l'auto-ajustement de chaque individu, existe à l'évidence le même système sur un plan plus global qui fait que tout sur cette planète est interdépendant. Ça me semble être la seule façon de tenter d'expliquer rationnellement ce qui aujourd'hui nous dépasse, quoi qu'on en dise. Épidémies, suicides, cancers, maladies génétiques, tout ce qui nous crie aussi que, naturellement, nous ne sommes jamais toutes seules sur cette terre, mais que nous peinons souvent à entendre. Convaincus que nous sommes de la prédominance de notre cerveau et de notre race. Je ne crois pas à l'ostéopathie parce que je suis cartésien. Fameuse cerise que j'ai mis 15 ans à digérer complètement. Et c'est fait. Je m'affirme cartésien car je doute et j'ai douté de tout ce que me disent mes sens et en premier lieu de mon intelligence. Je me suis méfié et je me méfie de ce qui semble m'apparaître sûr alors que c'est simplement probable, me cachant le possible caché juste derrière. Je ne recours pas à la ruse dans mon raisonnement, parce que sinon, je sais qu'il ne sera pas entièrement rationnel, dévié qu'il sera par des arguments qui n'auront rien à voir avec le sujet. Et alors, mon raisonnement, à coup sûr, il serait faux. Laisser s'exprimer ce qui concerne la science médicale en termes religieux. Je ne crois pas en l'ostéopathie, mais alors, tu crois en la médecine ? Eh bien, le signe que la médecine a quitté le terrain scientifique où Claude Bernard l'avait engagé. Car la question vis-à-vis d'une science, elle n'est pas d'y croire ou de ne pas y croire, elle est de savoir. Je le rappelle parce que ça fait du bien. Croire savoir, comme dit Hippocrate, c'est l'ignorance, ce qui, au final, nous incite à croire. Croire ou ne pas croire, prier ou ne pas prier, c'est respectable, ô combien, mais ça n'a rien à faire en médecine. Et surtout, comme concluent si bien les Suisses, quand on ne sait pas, on ne dit pas. La question qui se pose ici, et qu'on a le droit de poser à la médecine pour la bonne information de tout le monde, est la suivante. Est-ce que, sans le dire, et surtout sans vouloir en débattre, vous ne considéreriez pas l'homme comme étant, par nature, justement, au-dessus et en dehors de la nature ? Parce que si oui, et si tout le monde est d'accord avec ça, oubliez tout ce que je viens de dire précédemment. Je confesse mes erreurs et je me tais. L'ignorance, c'est la force. Orwell l'a bien écrit, merci à lui. Hé les gars,
C'est pas la peine de s'emmerder avec le principe vital. Nous autres, on est au-dessus de ça. On n'a pas besoin de tout ce vieux matos désuet, obsolète même, préhistorique. Nous, on évolue. Et comme on progresse, on va chercher dans la technologie quelque chose d'un peu plus moderne que tout ce vieux matos. Ça, il n'y en aura pas pour tout le monde. Bah, c'est la loi du marché, ma bonne dame. C'est le vieux Darwin qui l'a dit. Si, il l'avait écrit. Comment? Vous avez pas lu la loi du marché de Darwin? Et puis vous, les pauvres, il vous restera toujours la glande pinéale. Si, je trouve ça drôle, mais je reste naïf. La preuve, moi aussi, je crois, mais dans l'évolution de l'homme. Même la femme est dans une étape atteignable, la paix universelle. Donc, encore et toujours cartésien, je suis descendu du train de cette science médicale qui, de mon point de vue, a subi une vilaine erreur d'aiguillage au milieu du 19e siècle. Et j'ai de la chance, parce que j'ai un beau chapeau, en paille, et avec mon beau chapeau de paille, je compte marcher encore longtemps sous le soleil, sans rêver de conduire son chariot de feu, mais sans non plus avoir peur de sa brûlure. J'ai profité des chevaux rencontrés toutes ces années pour digérer ce que j'avais appris sur les animaux, puis sur les hommes. J'ai mixé le tout, et aujourd'hui je comprends le monde différemment de ce que semblent nous en dire nos bons maîtres. De même, les chevaux parlent beaucoup. Malheureusement, on ne les écoute guère, ou alors pas avec la bonne oreille. Quant aux chiens, je vous raconte même pas, ou alors dans un roman. Alors patiemment, je vais continuer mon chemin vers les crocodiles et vers les éléphants, des fois qu'ils aient des bonnes histoires à me raconter sur la marche du monde. Dès que j'ai du nouveau, je vous en informe, c'est promis.